Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver pour continuer avec le cours de chimie thérapeutique. Donc, nous allons poursuivre avec ce chapitre qu'on appelle relation structure-activité. Donc, c'est une notion qu'on a déjà vue dans les différents cours qu'on a eus précédemment. Mais à travers ce chapitre, nous allons consolider les connaissances. Donc, ce qui a pour objectif de vous préparer quand on aura à étudier les différentes classes pharmacologiques. Donc, relation structure, activité. Donc, à travers ce cours, nous allons, et comme le titre le dit, établir le lien entre l'activité d'une molécule et sa structure et ses différents groupements fonctionnels. Donc, il faut savoir que l'activité d'une molécule médicamenteuse donc, est liée en grande partie aux différents groupements fonctionnels et que possèdent ces structures et à leur capacité aussi à interagir avec le groupement fonctionnel du récepteur, de l'enzyme ou tout simplement de la cible thérapeutique. Voilà. Alors, dans l'introduction, donc on dit dès l'instant où l'on connaît la structure d'un composé biologiquement actif, okay, c'est-à-dire un composé qui peut modifier une fonction physiologique, okay, un composé qui peut donc modifier le voie métabolique, qui peut modifier l'activité de l'enzyme, par exemple, soit bloquer l'activité enzymatique ou accélérer l'activité enzymatique. Donc, c'est ça, un composé biologiquement actif. C'est-à-dire, c'est un composé, quand ce composé pénètre dans la cellule, donc il y aura une fonction qui va être modifiée. Donc, c'est ça qu'on appelle un composé biologiquement actif. Donc, cette modification de la fonction peut être importante pour la cellule, peut être avantageuse pour la cellule dans le cas de dysfonctionnement, dans le cas d'une personne malade. Donc, on prend un médicament pour rétablir une fonction qui avait été préalablement altérée. Mais tout comme cette modification peut conduire aussi à des effets indésirables, okay? Des effets secondaires. Et donc, qu'il s'agisse donc d'effets désirables ou d'effets biologiques et souhaités et thérapeutiques, par exemple. Donc, il s'agit de composés biologiquement actifs. Donc maintenant, une fois que la structure de la molécule est connue, donc l'important pour le pharmacochimiste, donc c'est d'établir quels sont et c'est d'identifier quels sont les groupements fonctionnels et de ce composé qui est responsable de son activité biologique. C'est extrêmement important parce que donc, si on doit améliorer les paramètres pharmacocinétiques de ce composé, donc il faudra donc, savoir où agir. Et le plus souvent, on agit donc, sur les groupements fonctionnels de qui sont responsables de l'activité biologique de la molécule médicamenteuse. Donc, l'objectif d'une telle étude est de découvrir quelles parties d'une molécule sont indispensables pour conserver l'activité biologique et lesquelles ne le sont pas. Maintenant, pour y arriver, donc, le pharmacochimiste
va synthétiser un grand nombre de molécules, OK? Et puis, il va tester chaque molécule pour voir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui était là et qui n'est plus. Voilà, donc le pharmacochimiste va en fait, à partir d'un composé parent d'une molécule tête de série, donc on va synthétiser des analogues structuraux et analyser chaque analogue pour voir qu'est-ce qui est amélioré, est-ce que l'effet est disparu, est-ce qu'il y a une amélioration dans la distribution, il y a une amélioration dans la durée d'action. Voilà, donc c'est à partir de ces différents analogues. Il faut dire que chaque analogue est différent sur le plan structural. OK? Donc, c'est cette différence sur le plan structural donc, qui va permettre donc, d'identifier quels sont les groupements fonctionnels et quelle est la structure de la molécule donc, qui donne donc, l'effet thérapeutique et et le plus important. Voilà. Donc, on l'a déjà dit, l'activité biologique d'une molécule est due à la présence de groupements fonctionnels de sa structure. Donc, c'est très important. OK? C'est ces groupements fonctionnels donc, qui vont établir donc, des liaisons avec les récepteurs ou encore des enzymes. OK? Maintenant, identifier ces groupements fonctionnels, c'est indispensable. C'est important. C'est important. Donc, l'identification de ces groupements fonctionnels. OK? Maintenant aussi, il faut savoir que ce soit au niveau du médicament et que ce soit au niveau du récepteur ou encore de l'enzyme, quand je parle de récepteur ou encore l'enzyme, donc je fais référence à la cible thérapeutique, c'est-à-dire le site où le médicament va se fixer au niveau de la cellule. OK? Donc, quand je parle de cible thérapeutique, donc on est au niveau cellulaire. Donc, le médicament, c'est une molécule qui vient de l'extérieur, donc qui va entrer dans la cellule ou encore qui va rester à l'extérieur de la cellule, c'est-à-dire au niveau de la membrane plasmique, au niveau de la membrane plasmique pour agir. OK, maintenant, quand la molécule arrive au niveau de la membrane plasmique, donc cette molécule doit entrer en contact avec des récepteurs, ou si la molécule pénètre dans la cellule, donc cette molécule donc, va se lier à des enzymes ou encore d'autres récepteurs ou d'autres molécules, et liaison suite à laquelle donc, il y aura un effet, il y aura une activité biologique. OK, donc on va voir la molécule suivante. Voilà. Donc ici, on nous présente et, et cette molécule, les fonctions remarquables de la glypine. OK? Les fonctions remarquables de la glypine. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on a groupe fonctionnel groupe susceptible de former des liaisons ioniques. Et quels sont ces groupes? On a azote. OK, azote. Alors, pourquoi azote est susceptible de former une liaison ionique? C'est parce que cet atome d'azote possède un doublet non liant. Donc, le doublet non liant, l'azote peut, au niveau de la cellule, accepter un proton. Donc, une fois que l'azote accepte un proton, donc l'azote va porter une charge positive, OK? Et va porter une charge positive. Laissez-moi ajouter une page pour montrer effectivement ce qu'on est en train de dire. Donc maintenant, n'oubliez pas que l'azote est une molécule qui est
azote est une molécule qui est trivalent. OK? Voilà ce que je suis en train de dire. L'azote est trivalent, c'est-à-dire que l'azote a la valence 3. Et donc maintenant, l'azote peut former 3 liaisons. Et voilà. Donc là, c'est azote. OK? Ouais, l'azote est trivalent, forme 3 liaisons, mais l'azote possède également un double énolien. Donc le double énolien, laissez-moi mettre en rouge. En orange, voici le double énolien est en orange. Maintenant, cet atome d'azote, s'il réagit avec, alors ici, vous voyez, donc c'est 3 liaisons pour azote. OK? Donc, dans le cycle, ici, il forme 2 liaisons et une liaison avec le groupement méthyle. Maintenant, même si on ne le représente pas, donc il y a un double énolien. Maintenant, si cet atome d'azote réagit avec un proton, ce qui est possible parce que dans le milieu interne, okay, dans la cellule, donc il y a des protons au niveau de l'estomac et des protons, okay, au niveau de l'estomac. Donc maintenant, la réaction entre l'azote et un proton donc, a converti l'azote là en cation, en ion ammonium. OK, voici le proton. OK. Maintenant, si on fait réagir l'azote et ce proton, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, azote là, il prend double énolien, il peut le partager là avec proton. OK? Donc, azote là, partager double énolien avec proton. Là, le proton. Donc, le proton n'a pas d'électron. Maintenant, si azote là prend double énolien, le partager avec proton. Vous remarquez? Donc, 2 électrons, ça a été pour l'azote. Regardez bien, 2 électrons. Donc, chaque extrémité, ça, voilà. Les boules que vous voyez là, ce sont des électrons. Donc, si on contrôle l'électron azote là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si le prend liaison, ça les partage là avec proton. Ce que ça nous remarque, c'est que azote perdu un électron. Azote perdu un électron et puis hydrogène gagné un électron. Mais justement, donc c'est électron, ça hydrogène gagné un. Donc, le fait qu'il gagne un électron, donc l'hydrogène n'a plus de charge positive, parce qu'il a une charge positive, il vient jouer un électron plus 1 moins 1 égale 0, et puis azote même qui vient perdu en électron, donc on a là, c'est les mêmes qui viennent bien charge positive. Voilà, donc le groupement azote, donc ici, il est transformé en ion. Est-ce que vous voyez? Donc azote est transformé en ion dans le milieu cellulaire. Donc c'est pourquoi on dit groupe susceptible de former des liaisons ioniques. Donc maintenant, le fait que azote est un cation ici, donc si dans la cible, il y a par exemple une fonction, il y a par exemple une fonction COOH par exemple. Si dans la cible, vous avez COO, COO-, OK? Si dans la cible, vous avez COO-, donc maintenant, azote capable de former une liaison ionique. Parce que ici, l'azote avec la charge positive, c'est un ion.
Donc, ici également, voilà, c'est au moins 7 euros. Donc, il y a possibilité pour que gagne et interaction qui formée entre, voici l'interaction, si vous voulez, donc on va symboliser comme ça. Voilà, donc il y a possibilité qu'il y ait interaction entre le pôle positif et le pôle négatif de ces deux groupements. Donc là, il s'agit d'une interaction, d'une liaison ionique. Donc on peut même, capable même coller eux-mêmes. Voilà. OK? Donc là, on va mettre ensemble. Donc ça, c'est une interaction ionique. Mais pour que l'interaction ionique soit possible, il faut que donc, dans le médicament, il y ait des groupements, des atomes ou encore des groupements qui sont capables et qui sont ionisables. Voilà, des groupements ionisables. Donc, voilà. Donc, le groupement amino, c'est un groupement ionisable. Le groupement acide carboxylique, donc c'est un groupement ionisable. Maintenant, les boules donc, représentent et groupement susceptible. Alors, ici, groupement susceptible de former des liaisons de Van der Waals, voilà, CH3. CH3, donc toute interaction, ça, le cycle benzénique ici, et ce groupement, ok, ce radical ici, donc CH3, donc c'est des groupes qui sont capables de former des forces de Van der Waals et notamment ici, c'est les forces de dispersion de London, les forces de dispersion de London, et c'est-à-dire des interactions dipôles instantanés, dipôles induits. Donc, dipôle instantané, dipôle induit. Et puis, il y a le cercle, ici, groupe susceptible de former des liaisons hydrogènes. OK, voilà. Donc, on a les deux groupements hydroxyles. Donc, les deux groupements hydroxyles, donc, c'est des groupements qui peuvent former des liaisons hydrogènes. Et je rappelle, donc, pour la formation de la... Excusez-moi. Je rappelle que pour la formation de la liaison hydrogène, donc, quels sont les critères nécessaires? Donc, il faut qu'il y ait un hydrogène lié à un élément très électronégatif. Donc, c'est le cas ici. Donc, nous avons l'oxygène qui est un élément très électronégatif. Ensuite, il faut qu'il y ait dans la molécule ou dans une autre molécule un atome qui dispose au moins d'un doublet non liant. Donc là, l'oxygène porte deux doublets non liants. Donc c'est pourquoi les groupements hydroxyles peuvent former des liaisons hydrogènes. Donc les groupements hydroxyles, les groupements aminaux, acide carboxylique, et aldéhyde, cétone, donc tous les groupements fonctionnels sont capables de participer dans l'établissement d'une liaison hydrogène. Voilà, donc on a donné voilà, cette molécule. On a pris un exemple cette molécule et montré les différents types d'interactions que les molécules sont capables de former avec la cible thérapeutique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que et là, c'est la molécule. Maintenant, on vous présente ici donc, les différentes modifications apportées à la molécule. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait une double liaison. OK? On avait une double liaison avec deux carbones hydridés sp2. OK? Les carbones qui partagent la double liaison. Donc, géométrie et trigonale plane. OK? Voilà, géométrie trigonale plane ici. Géométrie triangulaire ou encore trigonale plane, SP2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voyez ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait une hydrogénation. On fait une hydrogénation de la double liaison et on convertit la double liaison en simple liaison. Donc, quelles sont les modifications? Il y a une modification géométrique parce que ces carbones-là qui ici sont hybridés SP2 et qui sont coplanaires, donc, après l'hydrogénation, donc ces carbones sont transformés et deviennent et sont hydridés sp3 avec une géométrie tétraédrique. OK? Donc là, il y a une modification de la géométrie au niveau de ces carbones
OK, ces deux atomes de carbone. Donc, cette modification peut empêcher, en fait, empêcher l'établissement des interactions, peut empêcher la formation des liaisons de Van der Waals ou encore réduire la formation de Van der Waals. Ouais? Donc, le fait de modifier la géométrie de ces carbones, donc les carbones qui partagent la double liaison. Donc, ici, géométrie de ces carbones, c'est trigonale plane. Donc, dans cette molécule, c'est tétraédrique. Donc, ce n'est pas la même géométrie. Donc, maintenant, ça peut réduire la capacité de cette molécule à établir des liaisons de Van der Waals. L'autre modification qu'on fait ici, c'est qu'on avait un groupement méthyle, vous voyez bien, donc on avait un groupement méthyle. Donc maintenant, il y a une déméthylation, c'est-à-dire qu'on enlève le groupement méthyle, il y a une déméthylation, OK, vous voyez, il n'y a plus de méthyle ici. Donc, le fait qu'il n'y a pas de méthyle, OK, donc c'est-à-dire que cette molécule-là était capable tout simplement de former une liaison de Van der Waals, parce que ce groupement méthyle donc, participait à la formation d'une liaison de Van der Waals. Maintenant, l'azote garde toujours sa capacité à former une liaison hydrogène ou encore une liaison ionique. Donc, alors, il faut dire aussi que l'azote ici peut participer non seulement à la formation d'une liaison ionique, mais aussi à la formation d'une liaison hydrogène, parce que l'azote possède non seulement un double non-liant, mais l'azote est suffisamment, a une électronégativité suffisamment élevée pour faciliter la liaison hydrogène. Donc là, ici, l'absence du groupement méthyle donc, va empêcher à la molécule de former cette interaction de Van der Waals, mais ce qu'il faut préciser, l'azote donc, peut toujours former la liaison ionique ou encore participer à une liaison hydrogène. Donc, de ce côté, qu'est-ce qu'on fait comme modification? Donc, on avait deux groupements hydroxyles. Ouais, les groupements hydroxyles sont méthylés. OK? Les groupements hydroxyles sont méthylés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces hydrogènes, ici, dans OH, donc, ils étaient capables de former des liaisons hydrogènes, mais le fait qu'ils soient remplacés par des groupements méthyles, même groupement ça, donc, ils perdent de capacité pour former des liaisons hydrogènes. OK? Ils viennent perdre de capacité pour former des liaisons hydrogènes. Donc maintenant, donc, toute modification, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces modifications donc, peuvent conduire à la disparition donc, de l'activité biologique de la molécule, soit à la disparition, soit à une diminution de l'activité biologique, tout comme selon le cas, donc ça peut rendre la molécule toxique, ça peut rendre aussi que la molécule est plus, ça peut rendre la molécule biologiquement plus active aussi. OK, donc qu'est-ce qu'on dit? Il est peu probable que toutes ces interactions aient lieu, de sorte que nous devons identifier celles qui sont nécessaires pour assurer l'ancrage de cette molécule dans son récepteur. Très bien. Donc ici, on a exploré les différentes possibilités d'interaction. OK? On a exploré les différentes possibilités d'interaction, mais il n'est pas toujours évident que c'est toute interaction ça a fait dans une molécule. C'est tout groupement ça a vraiment participé dans l'interaction avec l'acide thérapeutique. Donc, ça peut arriver que c'est seulement le cycle benzénique avec les groupes hydroxyles. OK? Ça peut arriver que c'est seulement le cycle benzénique avec les groupes hydroxyles ou encore les groupes hydroxyles avec l'atome d'azote. Et même si dans une molécule, il y a beaucoup de possibilités d'interaction, mais ce n'est pas toute interaction ça qu'a fait entre la molécule médicamenteuse et la cible thérapeutique. Donc, je rappelle, quand je parle de cible thérapeutique, donc je fais référence à des récepteurs, des enzymes, des molécules
donc appartenant à la cellule. Donc maintenant, en synthétisant des composés dans lesquels un groupe particulier a été modifié ou enlevé, donc il devient possible de faire la distinction entre les groupes qui sont indispensables et ceux qui ne le sont pas. Donc je l'avais dit. Donc voici la molécule. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait des modifications. OK? Donc là, on a modifié la double liaison. Ce groupement éthylénique est converti en alcane. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser. Donc, on va analyser cette molécule pour voir est-ce que l'activité est maintenue, est-ce que l'activité est disparue, est-ce que l'activité est exaltée, est-ce que le médicament et ses paramètres pharmacocinétiques est amélioré ou bien diminué, est-ce que le médicament devient toxique. Donc, maintenant, on fait d'autres modifications encore, ensuite, on fait l'analyse. On fait d'autres modifications. Donc, en fonction des résultats obtenus pour chaque molécule synthétisée, on peut conclure que c'est tel groupement qui participe à et qui est responsable de l'activité biologique de la molécule. Donc, ces groupements qui sont responsables de l'activité biologique, ce sont eux qui établissent des liaisons avec la cible thérapeutique. Donc, ceci implique que l'on évalue l'activité biologique de tous les analogues. Voilà, c'est déjà expliqué. OK? C'est déjà expliqué. Voilà. Ceci implique que l'on évalue l'activité biologique de tous les analogues synthétisés. Par exemple, là, on a 3 analogues, OK, 4 analogues. Ouais, si vous voyez bien, donc il y a pratiquement le noyau, donc le système tétracyclique ici, les 4 cycles, donc il n'y a pas pratiquement de modification, donc ce sont des analogues. OK? Et que l'on compare les résultats à ceux provenant du composé original. OK? Donc, voilà. Donc, le fait qu'un de ces analogues laisse entrevoir une activité manifestement amoindrie signifie que le groupe qui a été modifié revêtait de l'importance. Si par contre l'activité reste fort comparable, donc cela signifie que le groupe en question donc, était sans importance. Voilà, donc là, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'identifier les groupements fonctionnels qui sont responsables de l'activité biologique. Donc, on est en train d'établir donc la relation entre la structure de la molécule et son activité biologique. C'est pourquoi donc, ce chapitre s'intitule donc, relation structure-activité. Et à chaque cours, on le répète, donc c'est que la fonction est liée à la structure, justement. Donc là, on pourrait changer, on pourrait dire l'activité biologique. Voilà ce qu'il faut dire maintenant. L'activité biologique est liée à la structure. Donc, si on fait de modifications dans la structure, donc automatiquement, il y aura des modifications dans l'activité biologique. Cela impactera l'activité biologique. Donc maintenant, l'activité biologique peut être disparue, peut être exaltée, peut être amoindrie. OK? Donc la molécule pourrait même devenir toxique. Donc c'est très, très, très important. OK? Voilà. Et donc maintenant, le rôle liant des groupements hydroxyles. Donc, vous allez retrouver les groupements hydroxyles, les groupements aminaux, et c'est, bon, est-ce que je peux dire, c'est les groupements les plus présents dans les molécules. Donc, de toute façon, vous allez trouver dans les molécules biologiquement actives, donc, vous allez joindre vraiment, en pile nan yo, yo gen hydroxyle et puis yo gen groupement amino. Maintenant, quel est le rôle liant des groupements hydroxyles? Donc, les groupements hydroxyles, et eux-mêmes sont capables de former des liaisons hydrogènes. Le groupement hydroxyle, ce n'est pas un groupement ionisable. Okay? Le groupement hydroxyle, pour noter ça, ce n'est pas un groupement ionisable. Okay? Les groupements ionisables, donc,
que nous étudions, nous connaissons le groupement amino NH2, le groupement acide carboxylique COOH. Ce sont ces deux groupements qui sont ionisables. Donc, le groupement hydroxyle n'est pas ionisable. Maintenant, le groupement hydroxyle, donc les mêmes, les participer à la formation de la liaison hydrogène. Donc, classiquement, qui dit hydroxyle pense liaison hydrogénée. Donc, liaison hydrogène. Donc, le fait, si vous avez un groupement hydroxyle, vous transformez le groupement hydroxyle ça, en un éther méthylique. OK? Éther méthylique OCH3, comme c'est le cas ici. Vous voyez, on a deux groupements méthyliques, deux groupements hydroxyle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous changez en éther méthylique. Éther, c'est ROR. OK? ROR. OK? Éther, c'est ROR. Maintenant, éther méthylique, c'est que vous avez, par exemple, R liaison O, liaison CH3. Donc, CH3, c'est pour méthyle, éther méthylique. Ou encore en ester méthylique. Donc, l'alcool peut être transformé en éther méthylique ou encore en, laissez-moi écrire pour vous. OK? Donc, l'alcool peut être transformé en éther méthylique ou en ester méthylique. Voilà, on met R, O, CH3. Donc, ça, c'est l'éther méthylique. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle éther méthylique. Voilà, donc ça, c'est l'éther méthylique. Donc, voilà, éther, donc on a un oxygène qui se trouve entre deux groupes alkyles, c'est éther méthylique. Et puis, l'alcool peut être transformé aussi en, voilà, l'alcool peut être transformé en ester et, ok, ici il y a un carbone, ester méthylique, ok, donc on a, ok, donc c'est R, RO, ester méthylique, CH3, et OK, voilà, CH3. Laisse-moi R ici, voilà. Donc, voici l'ester méthylique. OK, donc on a un ester méthylique. OK, donc l'alcool peut être transformé en ester méthylique. Donc maintenant, si on transforme le groupe hydroxyle là en éther méthylique ou en ester méthylique, donc ça va passer. Donc là, molécule ça a perdu capacité li, affaibli et capacité li, réduit capacité donc pour former des liaisons hydrogènes. Donc l'oxygène ici peut participer à une liaison hydrogène, oui, mais ça va dépendre. Par exemple, si et alcool là, c'était lui-même qui te donne d'hydrogène, ok? Parce que dans l'autre molécule, il n'y a pas d'hydrogène, voilà, donc si on convertit groupement ça en éther méthylique, donc liaison pas faite tout simplement parce que pour liaison en fait, il faut qu'il y ait un hydrogène dans une molécule et un azote qui gagne un double non lien ou bien un oxygène qui gagne un double non lien dans une molécule. Et maintenant, si on enlève l'hydrogène ça, donc liaison pas possible parce que l'autre molécule dans les mêmes, c'est pas les mêmes qui fournisseurs d'hydrogène.
Voilà, et les différentes transformations qui sont capables de faire. Donc là, nous gagnons un alcool qui est converti en éther méthylique. Voilà, bon, c'était là, ROCH3. Donc nous gagnons un alcool là qui converti en ester méthylique, ester méthylique. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? OK, donc là encore, c'est un autre ester méthylique. OK, un alcool qui convertit en ester méthylique. Donc toutes ces modifications donc, auront pour conséquence de réduire donc, la capacité de la molécule médicamenteuse donc, à former des liaisons hydrogènes. Le rôle liant des groupes hydroxyles, on continue. Donc la liaison est toute simple. Lorsqu'on examine les propriétés d'un ester en comparaison d'un alcool, on constate une importante différence. Le groupe carbonyl peut attirer les liaisons de l'oxygène adjacent, donc ce qui fournit la structure de résonance suivante. Là, on a en mésomérie. Donc, mésomérie, donc, c'est lié à la délocalisation des doublets délocalisables, comme les doublets pi et les doublets non liants. Donc, effectivement, dans un alcool, il n'y a pas de mésomérie. Il y a seulement l'effet inductif. L'effet inductif est attracteur. L'oxygène est plus électronégatif, donc va attirer les électrons de la liaison. Et maintenant, dans l'ester, il y aura l'effet mésomère. Puisqu'on a un système conjugué, et le système conjugué ici, voici, doublet N sigma pi. Ouais, pi sigma N. Donc, cet oxygène peut effectivement attirer un doublet, recevoir un doublet. Et voilà, donc suite à cette délocalisation, donc si l'oxygène attire ce doublet, donc là, on va gagner un doublet oxygène, ça qui a monté également. On va gagner la structure de résonance. Structure de résonance, n'oubliez pas que dans la mésomérie, quand vous avez des déplacements de doublets électroniques, donc les déplacements conduisent à la formation de nouvelles structures, OK? Et ces structures, on les appelle des structures de résonance. Et la flèche utilisée pour établir la relation entre les structures, c'est flèche de résonance. Donc là, ici, on a deux structures de résonance et elles sont dues au déplacement des doublets délocalisables, c'est-à-dire des doublets pi et des doublets non liés, ou encore doublet N. Maintenant, étant donné que, alors ce qu'il faut comprendre, donc le déplacement de ces doublets affaiblissent aussi la capacité. Il est vrai que dans ces composés, vous avez des atomes d'oxygène avec des doublets non liants, mais le déplacement de ces doublets donc, affaiblissent la capacité de ce groupement de la fonction ester à former des liaisons hydrogènes. Parce que si le doublet est stable, comme dans l'alcool, comme si le doublet est stable, est fixe, comme dans l'alcool, comme dans les amines, mais ce doublet qui est stable peut participer à l'établissement d'une liaison hydrogène stable, forte. Mais quand le doublet est délocalisable, c'est-à-dire que le doublet n'a pas une position fixe, mais cela affecte aussi la force de la liaison hydrogène, ou du moins sa capacité donc, du groupement à former des liaisons hydrogènes. Donc là, c'est ce qu'on dit ici. Étant donné que la paire d'électrons libres est impliquée dans une résonance, dans un système conjugué, celle-ci ne peut pas rendre part de manière efficace à une liaison hydrogène. OK, à une liaison hydrogène. Donc maintenant, n'a que ça clair dans l'esprit, nous, cette question de liaison hydrogène. Et ben, moi,
et montrer nous. Il faut que ça claire dans la tête nous. Et voilà. Puisqu'on parle de alcool, donc, je vais symboliser pour vous la liaison hydrogène. Ok, voici notre doublet non liant. Donc, nous allons symboliser une liaison hydrogène entre cet atome d'azote et un groupement hydroxyle. Voilà, on va mettre R, liaison O, voilà. Et, et donc, voici notre atome d'hydrogène, donc ici en rouge. OK. Maintenant, la liaison hydrogène va s'établir. Bon, voilà, le principe, c'est que, donc, pour que cette liaison ait lieu, cette liaison qu'on appelle liaison hydrogène, donc, pour le fait, donc, pour besoin, voici la liaison hydrogène. Pour le fait, OK, donc, pour liaison hydrogène, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut? OK, très bien. Donc, ici, la liaison hydrogène est en pointillé. Donc, maintenant, pour que voici la liaison hydrogène, pour le fait, il faut qu'il y ait un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif. Donc, l'hydrogène ici, il est lié à l'oxygène. L'oxygène est très électronégatif. Donc, ici, cette liaison, c'est une liaison polaire. C'est une liaison polaire. Donc, et vous avez oxygène avec une charge partielle négative, hydrogène charge partielle positive, ok, l'hydrogène est positif, mais cet atome d'azote qui possède ce double lien donc a un caractère négatif. Donc ici, vous avez une interaction entre le double lien qui a un caractère négatif et l'hydrogène qui a un caractère positif. Donc, il faut qu'il y ait un hydrogène lié à un élément très électronégatif et puis euh, un atome qui disposait de double non lien. Maintenant, on regarde les molécules, ça, par exemple. Là, nous allons convertir en ester. Donc, si nous convertir en ester, donc ça va réduire la capacité et molécule là pour les capables et former liaison hydrogène, tout simplement pour ça. On va voir. Donc, c'est liaison CH3. OK. OK. Donc, oxygène pour double liaison. Pour le groupement carbonyle, voici le groupement carbonyle. OK. Donc, il nous faut des liaisons. Là. OK. Voilà. Donc, on convertit alcool là en ester méthylique. OK. Donc, on convertit alcool là en ester méthylique. Mais ce qui arrive, donc là, puisque nous gagnons toujours oxygène, regardez bien. Là, OK, très bien. Mais donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que on n'a plus d'hydrogène pour former la liaison.
Donc, c'est vrai qu'ici, il y a des atomes d'hydrogène, mais ces hydrogènes ne sont pas et ne possèdent pas un caractère positif. Donc, l'hydrogène qui peut participer à une liaison hydrogène, c'est des hydrogènes qui sont liés à des atomes très électronégatifs. Donc, le carbone n'est pas un atome très électronégatif. Donc, le fait de convertir l'alcool en ester méthylique, donc, à même molécule là, vient perdre du capacité pour le former en liaison euh, hydrogène. Est-ce que vous voyez? Donc, la modification de groupement hydroxyle donc, dans une molécule de médicaments donc, peut conduire à une perte d'activité biologique, peut conduire à la diminution d'activité biologique, donc dépendamment de l'importance du groupe hydroxyle dans l'établissement et des interactions avec la cible thérapeutique. Donc, des facteurs stériques entrent également en ligne de compte pour expliquer la mauvaise qualité de la liaison hydrogène. Okay? Le groupement acyle, rien que par son volume, va gêner le rapprochement de l'oxygène avec l'hydrogène. OK? Donc, cette gêne stérique explique pourquoi un éther méthylique peut désorganiser une liaison hydrogène. Donc là, il s'agit du volume des groupements. Donc, un groupement méthyle est plus volumineux qu'un groupement hydrogène. Donc, ça peut également être impliqué donc, dans la désorganisation d'une liaison hydrogène. Voilà, maintenant le rôle liant des groupements aminaux. Donc, les amines peuvent participer et soit à des liaisons hydrogènes ou, ce qui est plus fréquent, à des liaisons ioniques. Donc, la transformation d'une amine en amide va empêcher la paire électronique libre de l'azote de prendre part à une liaison hydrogène. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et ici, et l'amine, alors je vais au moins vous dessiner molécule là pour nous comprendre. Donc, si nous gagnons amine, nous convertissons en, voilà, R. Donc, voici l'amine. Je vais seulement ajouter les hydrogènes. Très bien. RNH2. OK. Voilà. Donc, ça, c'est une amine. Donc, l'amine peut participer à la formation de liaisons hydrogènes. Pourquoi? C'est parce qu'il est disposé non seulement de doublets non liants, mais il gagne aussi des atomes d'hydrogène. Donc, les hydrogènes du groupement amino peuvent participer à l'établissement d'une liaison hydrogène. Donc, le doublet non liant du groupement amino peut aussi participer à la formation et d'une liaison hydrogène. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver, par exemple, si on convertit ce groupement amino en cette amine en amide? OK? Donc, ça va passer si nous convertir en amide. Eh bien, on regarde, on va voir. Donc, pour nous convertir en amide, donc, ça on a besoin qu'elle réagisse avec un acide. Okay? On a fait réagir avec un acide. Côté que nous allons gagner, c'est O. Voilà. On a retirer. OK. On a R. Voilà. Donc,
Voilà. Donc, on convertit le groupement amine. Voici l'amine. Alors, on convertit l'amine en amide. OK? On convertit l'amine en amide. Maintenant, et, ce que je vais faire, c'est d'ajouter les groupes. OK? Voilà. OK, maintenant, l'amine, comme je vous l'avais dit, donc, peut former des liaisons hydrogènes sans problème, mais en convertissant, en transformant l'amine en amide, voici l'amide, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous venons tomber, nous venons gagner un système conjugué qui s'allie, c'est, regardez, non, c'est pi, voilà, pi, on va mettre le système conjugué pour nous en bleu, c'est pi, sigma, double non lien, ouais, et sur un système conjugué. Donc, liaison qui est en bleu, c'est au même qui constitue le système conjugué. Donc, c'est N, N, sigma, pi, ou encore pi, sigma, N. Mais lorsque vous avez un système conjugué dans une molécule, un système conjugué, ça, que ça le fait? Donc, il est capable de conduire à des délocalisations. Est-ce que nous voyons délocalisation? Mais il me fait lui. Est-ce que nous voyons? Très bien. Là, c'est évident. Est-ce que nous voyons bien? Délocalisation, ça me fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que azote qui un double non-liant déplacé, il vient former un double pi. OK? Donc, entre carbone et oxygène, il y avait un double pi. Double pi, ça, il monté, il vient former un double non-liant. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de ces déplacements? Regardez bien pour nous. Ouais. Donc, quand le double non-liant de l'azote déplacé, il vient trouver entre azote et carbone, si nous regardons là, le carbone forme 5 liaisons. Carbone n'est pas pentavalent. Maintenant, pour que carbone capable, non seulement pas pentavalent, mais si nous regardons l'octet aussi, carbone a 10 électrons qui entourent, alors que carbone supposé gagner 8. Donc, pour respecter la règle de l'octet. Maintenant, oxygène, qui est plus électronégatif que carbone, donc il attire double ça. OK? Donc, le attire double, qui s'est passé? Donc, tétravalence carbone respecté, vous voyez 4 liaisons. OK? 4 liaisons. Maintenant, oxygène lui-même, octet respecté pour oxygène, octet respecté pour azote. Donc, 4 liaisons autour de l'azote, ça fait 8 électrons. 4 liaisons autour de carbone, ça fait 8 électrons. Et une liaison autour de l'oxygène avec 3 doubles non-liants, ça fait 8 électrons. Donc, octet est respecté, mais sauf que les électrons de valence ne sont pas respectés. Sauf pour le carbone ici, les électrons de valence sont respectés. Mais là où les électrons de valence ne sont pas respectés, donc on va ajouter des charges partielles. Donc, charge partielle et positive, charge partielle négative. Par exemple, là, il y a perte d'électrons. Donc, on a bien charge partielle positive. OK? Donc, il y a un gain d'électrons ici. Donc, on a bien charge partielle donc, négative. Donc, maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que le doublet non-liant de l'azote, bouge. Il n'est pas fixe. Donc, alors, le doublet non-liant de l'azote dans l'amide. Donc, le fait que ce doublet bouge, cela signifie qu'il n'est pas disponible pour participer à une liaison hydrogène. OK? Il n'est pas disponible pour participer à une liaison hydrogène. Donc, la transformation d'une amine en amide va empêcher la paire électronique libre de l'azote de prendre part à une liaison hydrogène ou de fixer un proton pour former un ion. Donc, si on a affaire à une amine tertiaire, ça veut dire que l'azote est lié à 3 groupements alkyles, OK? À 3 groupements alkyles. Donc, il est indispensable de commencer par la désalkyler, OK? Pour la transformer en amide. OK? Il faut que nous désalkyler pour nous transformer en amide. Donc, habituellement,
la désalkylation se fait à l'aide du bromure de cyanogène odeur chloroformiante tel que le chlorure de vinyloxycarbonyle. OK? Chlorure de vinyloxycarbonyle. Donc là, nous gagnons ouais, donc là, nous gagnons amine tertiaire. Amine tertiaire. Donc, trois groupes alkyles, R du CH3. CH3, c'est un groupe alkyle aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à la désalkylation de l'amine. OK? Et ensuite, nous procédons à une réaction à l'acylation de l'amine, acylation de l'amine, de désalkylation, acylation, donc qui conduit à la formation d'un amide. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amide donc, ne peut pas correctement participer à la formation de liaisons hydrogènes, alors que l'amine donc, peut et facilement donc, donner lieu à des liaisons hydrogènes. Le reliant des cycles aromatiques. Classiquement, les cycles aromatiques participent à des interactions de type Van der Waals, notamment la force de dispersion de London. Donc, les forces de dispersion de London, ce sont les interactions les plus faibles parmi les interactions de Van der Waals. OK? Mais ces interactions concernent pratiquement toutes les molécules. OK? Ils concernent pratiquement toutes les molécules, mais notamment les molécules qui sont apolaires. OK? Les molécules qui sont apolaires. Maintenant, les cycles aromatiques participent à des interactions de type Van der Waals à des endroits aplatis et hydrophobes du site de fixation. C'est-à-dire que si vous avez dans le récepteur, dans la cible, il vaut mieux dire cible, si vous avez dans la cible, et quand on parle de cible, donc on est au niveau cellulaire, des endroits qui sont aplatis et puis qui sont hydrophobes. Donc, mais le cycle benzénique d'un médicament peut interagir avec cet endroit. Pourquoi aplati hydrophobe? C'est parce que le cycle benzénique, lui, il est d'abord hydrophobe. Donc, un cycle benzénique, le benzène est hydrophobe. Ensuite, le benzène, c'est une molécule plate. C'est-à-dire tous les atomes du benzène sont dans le plan. Ce sont des atomes coplanaires. Maintenant, comme vous voyez ici, donc l'interaction se fait correctement. Pourquoi? C'est parce que donc là, il y a, comment pourrais-je dire ça? Il y a une complémentarité. Voilà, il y a une complémentarité entre la forme de la molécule médicamenteuse et la cible thérapeutique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si c'est le benzène? Donc, qu'est-ce qui va se passer si on convertit le benzène en cyclohexane? Mais le cyclohexane n'a pas une forme aplatie. Donc, le cyclohexane n'est pas une molécule plane. Mais le fait que le cyclohexane a une autre forme, ça a un impact sur l'interaction de la molécule avec la cible thérapeutique. Donc, le benzène peut interagir avec l'acide thérapeutique, mais en convertissant le benzène en cyclohexane, donc on perd cette possibilité d'interaction parce que benzène et cyclohexane donc n'ont pas la même géométrie. Donc tous les carbones dans le benzène sont hybridés sp2, donc ils ont une géométrie triangulaire, alors que dans le cyclohexane, donc tous les atomes de carbone sont hybridés sp3, donc il y a une géométrie tétraédrique. Donc, ça qui peut avoir un impact dans l'interaction de la molécule du médicament et la cible thérapeutique. Donc, je rappelle que donc, la fonction, l'activité biologique est liée à la structure. Donc, si vous faites une modification de la structure, donc attendez-vous qu'il y ait une modification au niveau de la fonction, aussi au niveau de l'activité biologique. OK, maintenant, le reliant des doubles liaisons, au contraire des cycles aromatiques, les doubles liaisons sont faciles à hydrogéner et ceci
a pour effet de modifier considérablement la configuration de cette partie de la molécule puisque la double liaison coplanaire, okay? Voilà, c'est important, la double liaison est coplanaire, c'est-à-dire que tous les atomes sont dans le même plan et les carbones qui partagent la double liaison sont hybridés sp2, donc géométrie triangulaire. Donc, quand cette double liaison et cette partie éthylénique est transformée en alcane, donc on vient gagner des groupes alkyles qui formés qui est plus volumineux que cette partie éthylénique. Donc, si la partie alcénique était dans la molécule d'origine impliquée dans une liaison de type Van der Waals avec une surface plane du récepteur, l'hydrogénation entraînera un affaiblissement de cette interaction, étant donné que le groupe alkyle plus volumineux aura du mal à s'approcher de la surface du récepteur. Voilà pour les doubles liaisons. Voilà ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, coplanaire, tout atome ça dans le même plan. En bas de là, c'est éthylène que nous gagnons. Donc, nous gagnons dans l'éthylène 6 atomes. Donc, les 6 atomes sont dans le même plan, coplanaire. Maintenant, si on fait l'hydrogénation de l'éthylène, donc ça, on a fait, on a converti dans quoi? On a converti en alcane. Donc, maintenant, à ce moment, il y aura une faiblesse, une diminution de la capacité de ce groupement et de ce nouveau groupement, de cette nouvelle structure, à former des interactions avec la cible thérapeutique. Le rôle liant des cétones, le rôle liant des cétones, donc les cétones, n'oubliez pas que c'est un groupe, et possède un groupe carbonyle, c'est double liaison O, c'est double liaison O, donc l'oxygène peut participer à des liaisons hydrogène et le carbone peut participer à des interactions de type dipôle permanent ou encore force de Kissom. Et en allée, qu'est-ce qu'on dit? Donc, de nombreuses molécules médicamenteuses contiennent une fonction cétone. Un tel groupe fonctionnel peut interagir avec sa cible protéique par l'entremise de liaisons hydrogènes. Okay? Donc, il est capable de former des liaisons hydrogènes, donc c'est déjà dit. Et ou via des interactions dipôle. Donc, dipôle permanent. C'est-à-dire les deux pôles sont chargés. Donc, il est assez facile de réduire une cétone en alcool, oui. Donc, une cétone est capable de réduire en alcool secondaire, ce qui a pour conséquence de modifier sensiblement la géométrie de ce groupement fonctionnel. Donc, n'oubliez pas, dès qu'il y a une modification dans la géométrie de la structure, cette modification affectera l'activité biologique de la molécule. Voilà, on a l'exemple ici. Donc, ici, nous gagnons cette liaison qui est coplanaire. Donc, le carbone du groupement carbonyle est hybridé sp2, excusez-moi, hybridé sp2. Donc, géométrie triangulaire ou trigonale plane. Donc là, vous voyez qu'est-ce qu'on vous présente ici? On vous présente une liaison hydrogène. Une liaison hydrogène, vous voyez, la liaison hydrogène qui est formée entre un alcool et l'oxygène de groupement carbonyle. Maintenant, on réduit la fonction cétone avec le NADH4. OK? Le NADH4, c'est un fournisseur d'ion hydreux, donc c'est un agent réducteur. Donc, il réduit cette fonction cétone en alcool. La fonction cétone est transformée en alcool. Maintenant, vous voyez, donc le fait de transformer la fonction cétone en alcool, eh bien, ça vient faire que médicaments, ça qui a une fonction cétone, viennent pas capable de former interaction avec l'alcool récepteur. Donc là, il y a une perte d'activité biologique. Perte d'activité biologique. Alors, rôle liant des amides. Donc, les amides sont également susceptibles d'interagir avec leur cible protéique par l'entremise des liaisons hydrogènes. Donc, la modification la plus simple qu'on puisse apporter à une telle fonction est l'hydrolyse. Malheureusement, étant donné que ceci a pour effet de couper la molécule médicamenteuse en deux, donc toute perte d'activité pourrait être attribuée à l'absence d'autres groupes liants importants. Donc, une autre possibilité consiste à réduire l'amide en une amine.
Donc, ceci reviendrait à supprimer toute liaison hydrogène qui nécessitait l'intervention de l'oxygène carbonylique. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va voir l'exemple ici. Et voilà, donc l'oxygène ici peut participer, et contrairement à l'azote qui ne peut n'oubliez pas qu'on avait pris cet exemple, on avait parlé des amides où ça, et voilà, on avait pris cet exemple ici, donc on a montré que dans l'amide, donc l'azote ne peut pas former des liaisons hydrogènes parce que le doublet non liant de l'azote participe et dans la résonance de cette molécule. Mais tel n'est le cas pour l'oxygène parce que l'oxygène reçoit des doublets. L'oxygène, c'est recevoir doublet non liant lui-même. OK? Donc, oxygène, c'est recevoir. Oxygène devient 2, il va le passer à 3. Donc, s'il passe à 3, c'est-à-dire que l'oxygène a toujours la capacité de former des liaisons hydrogènes. OK? Donc, c'est toujours une capacité ça. Donc, maintenant, voici la liaison hydrogène. Donc, maintenant, si on fait une hydrolyse de l'amide, qu'est-ce qu'on a? On a gagné ester, un acide carboxylique qui a formé avec une amine. Ou encore si on fait la réduction de l'amide, donc on a gagné une amine secondaire, donc des possibilités de transformation. Maintenant, et toute transformation, ça, donc il y a peut-être soldé à des activités biologiques différentes. Et puis, on avait parlé des isostères également. On avait parlé des isostères. Donc, on avait parlé aussi des bioisostères. Donc, les isostères sont des atomes ou groupes d'atomes qui présentent la même valence ou même nombre d'électrons dans la couche externe. Même nombre d'électrons dans la couche externe. Par exemple, ici, nous gagnons le soufre qui gagne combien d'électrons dans la couche externe. Donc, si on a regardé la SH, c'est pas soufre, SH. Donc, le soufre, c'est 6 électrons. 6 électrons de valence. Donc, si on ajoute l'électron de l'hydrogène, ça fait 7. OK, le soufre, c'est 6 électrons de valence. Donc, l'électron de l'hydrogène, ça fait 7. Azote, 5 électrons de valence. Donc, 2 hydrogènes, chaque vient avec combien d'électrons, ça fait 7. Carbone, c'est 4 électrons de valence. Donc, on a 3 hydrogènes, chaque vient avec 1 électron, ça fait 7. Ouais, donc, ces groupements SH, NH2, CH3, ce sont des isostères, c'est-à-dire des groupements qui possèdent le même nombre d'électrons de valence dans leur couche externe. Maintenant, ce sont des isostères de OH. Cela veut dire que si vous avez OH dans une molécule, donc, vous êtes capable de remplacer OH par un groupement sérieux. OK? Mais cependant, ce qu'il faut comprendre, si l'on fait ou remplacer OH par exemple par SH, donc si l'activité est maintenue, SH et OH, ce sont des bioisostères. Donc, pour qu'on parle de bioisostères, c'est quand vous remplacez un groupement par un autre, l'activité est maintenue. Donc, si l'activité n'est pas maintenue, si l'activité est disparue, donc ils ne sont pas des bioisostères. Donc, ils sont des isostères, mais non bioisostères. Donc, tandis que F, NH, TH2 sont des isostères d'oxygène. Donc, S, c'est 6 électrons de valence, oxygène, 6 électrons de valence, NH, 6 électrons de valence, TH2, 6 électrons de valence, tout comme oxygène. Donc, les isostères peuvent être mis à profit pour déterminer si un groupe particulier est un groupement liant important ou non. Pour ce faire, donc, on modifie la structure de la molécule d'une manière aussi contrôlée que possible. Donc, le remplacement d'un oxygène par CH2, donc ce sont des isostères, par exemple, aura vraiment très peu d'effet sur les gabarits de l'analogue, mais aura une grande influence sur la polarité, effectivement. Par contre, le remplacement d'un OH par un SH plus volumineux aura moins d'influence sur les caractères électroniques et ce seront ici les facteurs stériques qui deviendront les plus importants. OK?
Donc maintenant, les groupements peuvent posséder le même nombre d'électrons de valence, mais cependant, par rapport à nombre de, de couches électroniques qui gagnent, donc ça capable de faire qu'il y ait des problèmes stériques qui sont venus donc, au cours de ces modifications. Par exemple, ces deux groupements ici, ce sont des isostères, mais l'oxygène possède deux couches électroniques, sauf trois couches électroniques. Donc, SH donc, est plus volumineux que OH, donc ça peut poser des problèmes et, et stériques donc, au cours de ces changements, au cours de ces remplacements. Les groupes isostères peuvent être mis à profit pour examiner si une fonctionnalité particulière est impliquée dans une liaison hydrogène. Ainsi, par exemple, le remplacement d'un OH par CH3 a pour conséquence l'empêchement d'établir une liaison hydrogène alors qu'il en est rien si un OH est remplacé par un H, un groupement NH2. Donc là, si n'oubliez pas que le groupement hydroxyle et une particularité, c'est former la liaison hydrogène. Donc, le groupement hydroxyle et CH3, ce sont des isostères. Maintenant, si on remplace OH par CH3, maintenant, ça va permettre de voir est-ce que OH ça, lui-même, lui participer à la liaison hydrogène. Donc, on molécule gain OH. OH là, et potentiellement, c'est un groupement qui est capable de former liaison hydrogène, mais ça ne veut pas dire que et dans l'interaction avec l'acide thérapeutique, tel OH participait. Donc maintenant, pour déterminer si OH ça, est impliqué dans l'interaction avec l'acide thérapeutique, donc on peut remplacer le groupement hydroxyle par CH3. Donc si on remplace le groupement hydroxyle par CH3, l'activité est maintenue, c'est que OH là, il n'a pas participé dans l'interaction. Mais si on fait le remplacement et que l'activité est perdue ou affaiblie, donc à ce moment, on conclut que ce groupement hydroxyle est effectivement important pour l'activité biologique de la molécule. Alors que si on remplace OH par NH2, OH, NH2, ce sont des isostères. Donc, les deux ont la capacité de former des liaisons hydrogènes. Donc, si on remplace OH par NH2, donc on ne sera pas en mesure de dire si effectivement OH est impliqué dans l'interaction avec la molécule. OK? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans la molécule de propanolol, bêta-bloquant, il y a une fonction éther. Voilà la fonction éther. Donc, R ou R. Qu'est-ce qu'on dit? Le remplacement du fragment OCH2, OCH2, donc par des isostères de type CH, double liaison CH. Donc, on regarde pour qui ça c'est isostéroïde. Oxygène, ça fait combien de liaisons? Ça fait combien d'électrons? Ça fait 6. Et carbone, ça fait 4. Et de hydrogène, ça fait 12. OK, là, nous gagnons ça. Donc, 6 plus 4, 10, plus de 12. Et qu'est-ce qu'on... Là, est-ce qu'on a 12? On regarde, et nous gagnons C, ça fait 8. Combien d'hydrogène nous là? Nous gagnons 2 hydrogènes. Donc, ça fait 10. On regarde ici. Donc, on a l'impression ici qu'on devrait mettre CH2, le CH2 au lieu de CH, de liaison CH. CH2 au lieu de double liaison CH. CH2 et CH2. Là, qu'est-ce qu'on a? On a S, ça fait 6 électrons, plus carbone, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, effectivement. Donc là, est-ce que c'est moi qui mal compté? Et 4 plus 1, ça fait... OK, 4, 4, bon. Là, ça devrait être CH2, je pense. OK, donc maintenant, si on remplace CH2, ou encore si on remplace par CH2, CH2, simple liaison CH2, donc ça fait effectivement et voilà, donc 12, donc
ça va passer. Donc, on va gagner l'activité qui est supprimée. Okay? Donc, si on remplace OCH2 par stéréozoster, donc il y aura la suppression de l'activité, tandis que si on remplace par NH liaison CH2, donc il y a une certaine activité qui a conservé. Donc, de tels résultats montrent que l'oxygène de la fonction éthère est important pour assurer l'activité de ce médicament et suggère que cet atome participe à une liaison hydrogène dans la poche du récepteur. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? Donc, on a montré que donc, si on remplace OCH2, voici OCH2 donc par CH2, 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 CH, donc on va gagner une suppression de l'activité. Mais par contre, si on remplace par NHCH2, donc le fait qu'il y a un atome d'azote, okay, un atome d'azote, donc qui peut participer à la formation de liaisons hydrogènes, tout comme l'oxygène ici, eh bien, il y a conservation de l'activité, bien qu'elle soit réduite. Donc maintenant, la conclusion, c'est que cet oxygène participe à une liaison hydrogène avec le récepteur. Donc, c'est un atome d'hydrogène qui est important pour l'activité de la molécule. Donc, voilà et pour ce cours que nous aurons les relations structure-activité. Donc, semaine prochaine, nous débuterons avec les antibiotiques. Et maintenant, vous êtes plus ou moins armés donc pour comprendre ce dont on va parler dans les prochains cours. Et là, on était en train de poser les bases. Donc, je pense que les bases sont bien posées. Donc voilà, donc je vous souhaite du courage et on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo à la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les produire dans la rubrique commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de telle sorte que vous puissiez recevoir automatiquement les notifications des nouvelles vidéos et que j'ajoute sur ma chaîne YouTube. Merci, à la prochaine.